Après l'immense succès de Notre-Dame de Paris, Universal transcrit un autre mythe littéraire parisien, le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Le tournage est bouclé en quelques mois, mais la première version de 1923 inquiète Universal. Carl Laemmle, président du studio, est convaincu de tenir entre les mains un désastre au box-office. Il ordonne donc un certain nombre de retouches qui s'étaleront sur près de 2 ans. À sa sortie, le 6 septembre 1925, le film est un immense succès et présage la série de films d'horreur entreprise par Universal au début du cinéma parlant, avec Dracula, Frankenstein ou encore L'Homme Invisible. C'est le second film du contrat de Lon Chaney avec la Universal, et son interprétation dans le rôle du fantôme achèvera d'installer sa notoriété comme vedette incontestée de l'horreur à Hollywood. Pour ce projet, il développe le plus horrible des maquillages qui transforme son visage par des dispositifs aussi extrêmes que l'insertion d'anneaux de métal dans les narines et d'écailles de poisson sur ses joues. Les techniques qu'il invente pour se métamorphoser déforment fortement les muscles de son visage et l'obligent à endurer des souffrances monstrueuses, sans mauvais jeu de mots. Mais il semble presque éprouver une satisfaction à se torturer pour son art, afin de mieux ressentir les déchirements de son personnage. Chaney se démarque encore une fois par son jeu artistique, qui se limite au langage corporel alors que son visage est entièrement inexpressif derrière un masque pendant plus de la moitié du film. Les décors sont somptueux et même les intérieurs de l'opéra parisien seront reconstruits pour l'occasion. Ils seront d'ailleurs réutilisés 20 ans plus tard pour le tournage d'une autre version Universal avec Claude Rains. Au spectateur attentif n'échappera pas un autre détail. Dans la scène finale, le fantôme poursuivi par la foule passe devant une Notre-Dame bien plus proche de la scène que l'original. Il s'agit bien sûr du décor de la façade de la cathédrale que les studios avaient conservé après le tournage de Notre-Dame de Paris l'année précédente. Comme pour les plus grandes productions des années 20, certaines séquences seront filmées en Technicolor, en particulier toutes celles à l'intérieur de l'opéra. Mais la version de 1925 est remontée 4 ans plus tard à l'arrivée du parlant. Le négatif original du film est coupé, transformé, et Universal décide alors d'y rajouter un prologue, des dialogues, des effets sonores et une musique synchronisée. Certaines scènes seront entièrement retournées devant la caméra, et il en résulte un film hybride dans lequel se maintiennent le muet et une partie sonore. Le casting est également chamboulé. Carlotta sera jouée par une chanteuse d'opéra, Marie Fabian, et non plus par Virginia Pearson, qui devient la mère du personnage qu'elle incarnait précédemment. Et étrangement, le générique ne suit pas ces changements de casting de près. Fabian est ignorée et Pearson y figure comme Carlotta. Cette version de 1929 sera distribuée en version sonore et muette, mais les séquences originellement en couleur n'y seront reproduites qu'en noir et blanc. La seule copie 35 mm qui survit aujourd'hui est cette version muette de la ressortie. Mais un fragment original d'une copie Technicolor bichrome, où figure la séquence du bal masqué, nous laisse imaginer la splendeur de la version d'origine. La restauration que vous allez découvrir, inédite, reproduit à l'identique les couleurs de cette première version perdue. Ainsi, certains effets ont été reproduits grâce à une patiente peinture au pinceau, comme pour la cape dans la séquence sur les toits de l'opéra. Ces effets, personne ne les a vus depuis la sortie initiale en 1925. Vous pourrez même découvrir en bonus certaines séquences coupées de la version de 1925, dont un final pour le moins inattendu. Ironie du sort, Chaney s'éteint peu après la sortie de cette nouvelle version sonorisée d'un cancer des cordes vocales, après avoir tourné son unique film parlant, Le Club des Trois, où il jouait de sa voix comme il l'avait fait de son apparence physique. Après avoir été l'homme aux 1000 visages, il était sur le point de devenir l'homme aux 1001 voix.